Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon émission Parcours d'acteur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je reçois... Salut Déborah. Je voulais annoncer, aujourd'hui je reçois Steve Suissa, qu'on va recevoir donc en live tous ensemble. Je vais lui poser des questions vous concernant sur le parcours de comédien. C'est quelqu'un qui a démarré sa carrière en tant qu'acteur, qui est réalisateur et metteur en scène aujourd'hui. Il a travaillé notamment avec Marion Cotillard, Bérénice Bejo. Je l'invite à nous rejoindre, comme ça il pourra prendre la parole. Il met en scène également Francis Huster. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec des gens talentueux comme lui. Et je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous. Bienvenue Steve. Merci, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi Et d'être là. ben, écoute, tant mieux. J'étais en train d'expliquer à tout le monde que toi, tu étais acteur à la base Oui. et qu'aujourd'hui, tu es donc réalisateur et metteur en scène. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu as démarré, comment tu as bifurqué à un moment donné, comment tout ça a démarré? Ça a démarré avec un passif d'apprenti boucher. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais destiné à devenir boucher pour reprendre la boucherie familiale. C'est Et fou, le c'était dans le parcours de quartier vie. du Faubourg Montmartre. Et j'allais travailler donc le matin très tôt et après l'école dans la boucherie de mon grand-père, rue Richer. Et j'étais dans un quartier un peu particulier puisque c'est la rue où il y a les Folies Bergères et en fait, il y avait les gens d'Afrique du Nord qui avaient ouvert des commerces, des boucheries, des épiceries. Et puis de l'autre côté, il y avait d'autres gens d'Afrique du Nord qui étaient des grands voyous, comme le gang des Postiches, la famille Zemmour. Et au milieu de tout ça, il y avait les Folies Bergères. Et en face de ces Folies Bergères, il y avait un café qui s'appelait le Café des Folies. Et j'étais assez timide. Et à un moment, avec les grands boulevards, j'ai découvert le cinéma. Et j'ai eu la chance de voir des films comme Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone, par exemple, qui a été, je pense, un déclencheur pour moi. Et je me suis dit en fait que toutes les questions que je me posais dans la vie auxquelles je n'arrivais pas à répondre, eh bien, le cinéma m'apportait des réponses. Et j'ai trouvé ça magique. Et donc, alors que je suis allé à l'école jusqu'à 15 ans, j'allais au cinéma. Et puis le cinéma m'a donné envie de lire des tirades. Et puis les tirades m'ont donné envie de lire de la poésie. Et puis la poésie m'a donné envie d'aller rencontrer des héros de romans. Et en Donc, tu veux fait, dire que quand tu t'es rendu compte que le cinéma t'apportait des réponses auxquelles les réponses que tu te posais sur la vie en elle-même, c'est pas à ce moment-là précis que tu as eu le déclic de vouloir faire du cinéma. non, parce que j'étais dans une famille d'autodidactes où il y avait beaucoup d'amour. Et j'osais même pas dire que ça me passait par la tête, parce que à l'époque, fallait qu'on travaille pour être le plus autonome possible et dès 14 ans. Donc au moment où j'ai dit que je voulais devenir artiste et acteur, ben j'ai pris une tôle, une Ils l'ont vraie, très mal pris. et j'avais un grand-père dont j'étais fasciné et qui me disait tu peux pas faire ça, on fait ça de père en fils. T'as aucun bagage pour ça, t'as aucun réseau, t'as aucun piston. Et je me suis fâché avec mon grand-père que j'aimais beaucoup et je me suis retrouvé à aller travailler à Rungis. Et donc à l'époque je travaillais à Rungis parce que j'étais assez costaud et que le travail de Rungis était tu montes dans un camion et tu livres toutes les boucheries de 4 heures du matin à 8 heures du matin. Comme ça, quand les bouchers arrivent, ils ont toute la viande dans leur chambre froide pour faire l'étalage. Et donc, je portais 8 tonnes par nuit. Waouh. Et j'étais à côté d'un chauffeur qui s'appelait Félix, qui faisait 120 kilos, qui était une masse. Et tous les soirs, je récitais des dialogues de films. Et un soir, il me dit, Donc, de écoute, toi-même, tu allais chercher des dialogues de films je qui te regardais parlaient, les que films tu et je aimais. notais. Voilà. C'était des VHS à l'époque. Je regardais des films et je Typiquement, notais. excuse-moi, je te coupe, mais ça, c'est typiquement des choses que les comédiens doivent entendre et doivent retenir aussi pour eux, parce que tu montres que tu étais déjà dans l'action, et c'est ce qui importe le plus quand on est comédien, c'est d'être toujours dans l'action, et typiquement, ça en est un Ah exemple. ben, on va en parler, bien sûr. Mais Ouais. voilà. Et ce monsieur me dit, écoute, je viens de dépenser 120 francs.
je t'ai inscrit en classe libre. La classe libre, c'est un examen où il y a 1200 personnes qui passent, on le donne à 12 personnes. Et ces gens-là deviennent l'élite de l'école, et cette école s'appelle l'école Florent. Et je me retrouve à aller à l'école Florent pour passer cette audition. Et j'arrive à l'école Florent, et en fait, j'avais pas lu de livre de théâtre, et j'avais emprunté dans ce café des Folies, qui était un café de voyous, un flingue chargé. Et j'arrive pour passer une scène du parrain. Et donc, je me retrouve devant le jury, qui était à l'époque François Florent et Francis Huster. Et là, je dis que je vais passer une scène du parrain. Et là, François Florent me dit, c'est pas une scène de théâtre, vous descendez en bas, vous vous faites rembourser, vous partez. Et je dis, mais je suis désolé, monsieur, je ne suis pas allé à l'école. Donc, je n'ai jamais lu de pièces de théâtre. Je veux juste vous montrer, avec une scène dans laquelle je m'identifie, que je peux peut-être faire ça. Et Huster dit, laisse-le passer. Et je passe cette scène, et pour déconcentrer, en fait, ils discutaient entre eux. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi, où tu vas ce soir. Et moi, dans mes codes, entre guillemets, j'ai pris ça comme un manque de respect. Donc, à une ou deux reprises, je les regardais, je faisais... Et à un moment, ça m'a énervé, j'ai sorti le flingue, j'ai mis une balle par terre, j'ai fait 2 trous dans le plancher. François Florent s'est évanoui. La porte s'est ouverte. Oui, la porte s'est ouverte. Huster m'a demandé de dégager. Et il y avait tous les anciens de classe libre qui avaient 5-6 ans de plus que moi à l'époque. C'était Kiberlin, Elsa Zilberstein, Yvon Attal, Olivier Martinez. Et là, je suis parti et 2 jours après, sur le répondeur de ma chambre de bonne, il y avait un message de Francis Huster à 8 h du matin qui disait je vous prends en classe libre. Et mon travail a commencé comme ça. Fou. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Forcément qu'aujourd'hui, le profil d'une profession indépendante, où il y a tellement de gens qui veulent la faire, puisqu'il n'y a plus de sécurité nulle part, fait que tout d'un coup, comme on n'a pas de planning, c'est ce qui est le plus dangereux. Et donc forcément, il faut être dans l'action. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui, on voit bien que des acteurs de temps en temps sont scénaristes, des scénaristes vont chercher d'autres scénaristes. Vaut mieux, moi j'ai fait de 16 à 18 ans 5 films en régie, alors que j'ai jamais voulu faire de régie de ma vie. Mais tout d'un coup, j'avais envie de faire partie d'une aventure. Et je crois que d'être dans l'action, je crois que de tout faire pour se démener, exister, faire partie d'une aventure. Aussi. Et faire partie et avoir une certaine humilité, c'est-à-dire de se dire c'est dans cet univers que je veux grandir, mais c'est qu'en faisant n'importe quoi dans cet univers, d'abord que je vais rester simple, que je vais rester humble et que surtout je vais comprendre comment ça marche, même si au départ c'est humiliant parce que forcément quand tu sers des cafés pendant 5 mois et que tu vois un acteur donner une réplique et que tu te dis je l'aurais tellement bien donné, forcément ça fait partie du travail d'acteur. Et ça fait partie du parcours. Ouais, je crois que ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'expérience. C'est l'expérience que j'appelle moi l'expérience du tas et que je pense qui est positive parce qu'elle t'apprend toutes les valeurs, c'est-à-dire l'endurance, l'humilité, le courage, la volonté, d'enlever ton amour-propre, d'enlever ta fierté. Du coup, toi, finalement, ce qui t'a guidé, c'est ton instinct. On peut dire que ce n'est que ton instinct qui t'a amené à chaque fois à avancer. Ben moi, je n'ai qu'une seule chose comme arme. C'est ça. Je ne vis qu'avec ça. Et à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, soit je m'en suis voulu, soit j'ai trouvé ça complètement idiot. C'est-à-dire que forcément, c'est totalement instinctif. Et c'est le travail d'acteur. C'est-à-dire que le travail d'un acteur, c'est d'arriver à un rendez-vous, à mon sens, le plus dépouillé, avec son cœur. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant ce que tu fais là, parce que tout d'un coup, en tant que photographe, tu captes tout de suite ce qui est le plus important chez un être humain. Et pour moi, le plus important chez un être humain, c'est ce qui dégage dans son regard. C'est son regard. C'est son regard et le dessus de ses mains. Parce que tout est magnifique, je trouve. D'ailleurs, j'ai une très belle anecdote. Le casting de Thérèse, qui a été un des plus grands films français de tous les temps, le film d'Alain Cavalier, qui a eu des Oscars et des récompenses dans le monde entier. Alain Cavalier, qui est maintenant un vieux metteur en scène, mais qui a été un des metteurs en scène les plus imminents français, il a reçu 800 filles. Et quand les gens arrivaient,
il leur filmait les mains. Ah, Et j'ai leur voix, parce que c'est le reflet de leur âme, mais sur leurs mains, je vois tout. Et moi, par exemple, j'ai les ongles rongés. Euh, voilà quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas à tricher. On est je ce qu'on sais est. pas, ouais. Oui, Et non, je c'est clair. trouve qu'en s'acceptant, on gagne beaucoup de temps. Et c'est ce que sûrement euh, tous les gens qui sont avec nous là se disent déjà, vont se dire encore plus, parce que Le parce que problème, le problème de l'instinct, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine confiance en soi pour avoir confiance en son instinct. Il y a des gens qui sont plus animaux que d'autres par rapport à ça, qui ont cette capacité à se connecter à leur instinct. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que moi aussi, mon parcours, il a été fait que d'instinct. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un comédien qui démarre et qui ne se sent pas connecté à son instinct? Qu'est-ce qui va le guider? Comment est-ce qu'il va faire les bons choix s'il ne se sent pas connecté à cette partie-là de lui-même? tu sais le beau combat qu'il y a par rapport au théâtre aujourd'hui, et même en cette période de confinement où on se pose des milliards de questions pour savoir comment réinventer. Euh, Moi, je crois que quelqu'un qui tout d'un coup commence à s'accepter et ose mettre ses défauts avant ses qualités, c'est quelqu'un qui déjà comprend beaucoup de choses. Si il se met uniquement à penser avec son cœur, rien d'autre, et d'être un être humain simple, souvent c'est le travail d'une vie. Ouais. Alors forcément, c'est accéléré quand on fait un métier artistique parce que son matériel, c'est soit, donc on se pose 20 fois plus de questions que quelqu'un d'autre, mais je trouve que le théâtre, pour ça, c'est magique parce que le théâtre, contrairement à ce qu'on croit, et contrairement à l'image qu'on avait du théâtre il y a quelques années, on monte pas pour déclamer un texte et pour montrer aux gens qu'on a de la mémoire. On monte peut-être pour oser faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi. Et d'être soi, c'est capital, parce qu'on ne peut pas tricher. Parce qu'au bout d'un moment, même si on est pris sur un film et qu'on a voulu, entre guillemets, être le personnage parce qu'on s'est débrouillé le scénario, parce que tout d'un coup, on a quelqu'un qui nous a pistonné, parce que tout d'un coup, on a un agent qui a de l'influence, on verra un moment sur un plan qui écoute si la personne est totalement honnête ou pas. Et en ça, par exemple, moi, ça m'a beaucoup appris de voir des films. Quand tu regardes Le Parrain, ce qui est génial dans Le Parrain, par exemple, c'est que Francis Ford Coppola ne filme jamais l'acteur qui parle. Il filme l'acteur qui écoute. Parce que le spectateur s'identifie à celui qui écoute cette histoire. Et c'est comme dans la vie. C'est très facile de trouver des gens qui parlent. C'est pas facile du tout de trouver des gens qui t'écoutent. Et C'est quand des un conseils acteur, précieux. C'est précieux. Excuse-moi, par moment, je relève ce que bien tu sûr, dis et je fais vraiment une pause bien sûr, parce que c'est vraiment, j'essaye de leur dire quand j'entends des choses qui sont précieuses pour eux. Tout ce que tu dis est précieux, évidemment, mais ça, le fait d'être un comédien qui joue sur l'écoute, c'est capital. Et c'est génial que tu leur en parles parce que c'est vraiment, c'est l'une des plus grosses parties, je trouve, du jeu du comédien, c'est être capable de ça. mais si on comparait ça au sport, c'est comme Mm. quand, si on jouait au tennis avec quelqu'un qui a un super niveau. Forcément, comme avec son écoute, il va nous renvoyer la balle à un niveau au-dessus d'une autre. Forcément, on va jouer super bien. D'ailleurs, ça se voit quand on voit des tournages de films où il y a un acteur américain, un acteur anglais, un acteur français. Il n'y a tellement pas de mécanisme. On se dit tellement qu'on peut louper un mot parce que c'est pas la même langue, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'acquis, que tout d'un coup, c'est souvent magique. C'est incroyable. Ah Parce oui, que tout c'est d'un coup, ça. on se dit, Ouais. mais on est comme si c'était la première fois. Il y a une écoute, il y a un truc, il y a une attention parce qu'on a peur de louper le coche. Et donc, le conseil tout bête que je pourrais donner, qui moi m'a pris énormément de temps, puisqu'à l'époque j'étais très 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 complexé quand j'étais acteur. Vraiment, j'arrivais de Rungis, il était 8 heures du matin, j'avais les angles remplis de son, c'est pour ça que j'ai commencé à me les ranger, et j'étais 2 fois mon poids d'aujourd'hui, et quand je montais sur scène, j'avais l'impression qu'il fallait que je joue les durs, et qu'il fallait que je joue les mecs très très forts, alors qu'au fond de moi, je me disais que j'avais aucune légitimité pour être là et que j'avais pas lu un livre et que fallait pas qu'on me pose une question, mis à part un côté un peu très volontaire et très énergique. Et à un Tu moment, le j'ai ressentais baissé de la. la part des autres ou c'était uniquement toi vis-à-vis de toi-même? J'avais pas confiance en moi du tout. Mm. C'était un manque de confiance en moi qui était
faussé par une énergie et une volonté de vouloir m'en sortir. Et à un moment, quand on rencontre le bon interlocuteur, quand on rencontre un texte, quand on a un rendez-vous, quand on travaille avec un autre acteur, même au sein d'un cours ou en dehors d'un cours, et qu'on se dit, il y a un déclencheur comme ça, et qu'on se dit, ce que je suis, ça suffit. Si, comme je lis mon texte dans mon lit, ou comme je lis mon texte chez moi, tout seul, calmement, avec mon cœur, simplement, humblement, ça suffit. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à juste être moi, c'est génial. D'abord parce que j'aurai jamais aucun regret. Parce que si j'ai pas le casting, je dirais, ben j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ouais. Et un metteur en scène, même qui te prend pas, mais qui Important. voit une ultime sincérité et une ultime vérité, il se dit, j'ai vu cet acteur, c'est pas pour ce coup-là, mais j'oublierai pas lui. Parce que je peux tout faire avec lui. Il est simple, il est humble, il a son cœur dans la main. Demain, je fais un film de costume, j'ai à le déguiser, je fais un film contemporain, je peux le faire, mais en tous les cas, c'est une vraie personnalité. Ce qu'il a dans la tête, ce qu'il dégage dans les yeux et son corps sont cohérents. Ses contradictions, ses paradoxes sont cohérents. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, en ayant fait quand même, en ayant monté plus de 80 pièces de théâtre, en ayant fait une dizaine de films et téléfilms, et en ayant vu sur des auditions comme Anne Frank, 2800 jeunes filles. C'est énorme. C'est Et énorme. j'ai fini par prendre une jeune fille allemande rousse, sans natte. Comme quoi, on peut tous être surpris, on peut tous se surprendre. Mais Parce je qu'elle avait pense, cette cohérence dont tu parles. parce que tout d'un coup, je me suis dit, elle n'est pas juive, elle n'a pas de natte, elle ne lui ressemble pas, mais elle a une sensibilité à fleur de peau, et donc c'est une Anne Frank moderne. Et donc on enlève tous Oh, les a priori. Et c'est que Anne complètement. Frank, c'est pas seulement une C'est petite fille juive, c'est une petite fille qui a des rêves pendant la guerre. Même ses parents ne croient pas en elle, et parce qu'elle va s'y accrocher corps et âme, ça va devenir la petite enfant chérie du monde entier, dont le journal d'Anne Frank est un des journaux qui a été lu le plus dans le monde. Et ça, tout d'un coup, il me fallait quelqu'un de particulier, de singulier, quelqu'un qui tout d'un coup puisse regarder avec force et 2 secondes après puisse s'effondrer en sanglots. Mais Wow. quelqu'un qui tout d'un coup vit, est dans la vie, est dans le moment présent, est dans une intensité qui est la sienne, et qui se dit, je fais du mieux que je peux, mais je ne triche pas. Voilà ce qui me touche. C'est-à-dire que je pense que même que des gens vont au théâtre, quand ils sont bluffés par un acteur, ou même quand on voit un film qui nous marque avec un acteur qui nous marque, de Adjani à Daniel Day-Lewis, à des acteurs comme ça, à Meryl Streep qui se fait faire un shampoing pendant 4 minutes, dans Out of Africa, quand on lit ça sur un scénar, on se dit, mais c'est impossible un shampoing pendant 4 minutes. C'est la scène la plus sensuelle du monde. Elle est belle, elle n'est pas vulgaire, elle donne envie d'aimer cette femme. Mais parce qu'elle y croit. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, ça devient magique parce que tout d'un coup, on est dans une vérité, on est dans une vérité existentielle et on se dit que son métier, il est génial parce qu'au bout d'un moment, le spectateur qu'on a été va peut-être être l'acteur qui va donner de l'audace au spectateur qui nous regarde et qui fait que quand il va être ressorti de cette salle, il va se dire ça m'a détendu, j'ai oublié tous mes problèmes, j'ai rigolé, c'est super, j'étais comme derrière le trou d'une serrure, ou alors j'ai été ému, ou alors je connaissais pas ce destin. Il est génial ce destin. C'est formidable d'aller au théâtre, c'est pas ringard du tout. C'est aussi bien que d'aller dans un stade de foot. Et en fait, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup d'acteurs par rapport à mon époque, il y a 35 ans quand j'ai commencé, et qu'on n'était pas tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Des séries sur Internet, beaucoup de pièces, beaucoup de petites salles, beaucoup d'associations, beaucoup de compagnies, beaucoup de troupes, beaucoup de séries sur le web. Donc, bien, Tu essayes, toi, de repérer des nouveaux talents? en tous les cas, à chaque fois que je reçois une photo, un CV, je le garde. J'ai un dossier pour ça. J'ai envoyé des photos et des CV pendant 5 ans et à chaque fois que je passais la porte, je savais qu'on les déchirait, qu'on les jetait au panier. Donc je ne vais pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse ou ce qu'on m'a fait. Donc oui. Après, je rencontre les acteurs que quand j'ai un projet.
parce que je ne crois pas à la séduction. Je Oui, c'est ce crois que à la tu me disais. conviction. Oui, c'est ce qu'on a pas, ouais, c'est ce dont on a C'est-à-dire parlé. que tout d'un coup, c'est un métier de séduction qui pourrait être qu'un métier de séduction. Oui, c'est paradoxal ce que tu dis, parce qu'en règle générale, ce qu'on retire de ce métier, c'est qu'au contraire, il y a souvent un rapport de séduction, que ce soit homme ou femme, avec Mm. le metteur en scène, le réalisateur et ses comédiens d'ailleurs. Moi, j'aime Donc pas c'est ça. assez paradoxal. Je pense que il faut voilà, ce qui me plaît, c'est quand je vois un acteur ou une actrice dans un film et que même s'il apparaît pas beau, c'est qu'au bout d'une heure et demie, ou qu'il soit très beau, hein, on a le droit, euh, au bout d'une heure et demie, j'ai l'impression d'avoir vu son âme. Et je me dis, c'est génial, quoi. Mais que ce soit un film dramatique ou un film comique ou un film romantique. Mais que tout d'un coup, Et voilà. le fait qu'on voit son âme, pour toi, c'est à un moment donné euh, une magie qui opère entre un acteur et son personnage, quand l'acteur va toucher son personnage de l'ordre du divin. Ben, exactement, de l'ordre du. Où tout d'un coup, on va se dire, ça aurait été un autre acteur, ça aurait été un autre film. Et l'acteur se dit, comment je vivrais cette situation si j'avais à la vivre dans ma vie. Voilà. Et je trouve que quand on se retrouve devant des acteurs comme ça, quand on se retrouve devant des films comme ça nous marque. C'est des films qu'on voit, qu'on revoit, qu'on conseille. Quand on voit La vie est belle avec, de Frank Capra avec James Stewart, mais c'est à tomber par terre. Quand on voit Rencontre avec Joe Black, quand on voit mais des milliards de films, j'en aurais des milliards d'exemples à donner. Et tout d'un coup, je trouve que dans ces films ou dans ces pièces de théâtre que je pourrais donner pareil, c'est que il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Il y a tout d'un coup une rencontre entre des techniciens, entre des créateurs, des acteurs, un metteur en scène, et la star, c'est l'histoire. Et tout le monde, avec l'œil d'un metteur en scène qui fabrique un univers et une atmosphère, euh, se met en harmonie autour de ça et fabrique une maison, fabrique un édifice, fabrique quelque chose dans lequel un spectateur se réfugie pour rire, pour sourire, pour apprendre, pour être ému, pour avoir des envies, pour peut-être, sans le savoir, débloquer un truc, une audace. C'est comme quand, il y a des années, on a tous regardé Pretty Woman. Et que tout d'un coup, même si on sortait d'une rupture, même si on ne savait pas ce que ça voulait dire aimer, ou même si on était dans une histoire, la seule chose qui se passe quand ce film se termine, on a envie de tomber amoureux. Voilà. Voilà, mais et c'est ça que ça a de magique, nos métiers. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, encore plus. Moi, je pense que les films m'ont sauvé la vie. Je pense que les premières années, les films et les pièces de théâtre ont été mes meilleurs amis. Comment tu accompagnes un comédien à atteindre ça? Est-ce que tu as des méthodes Elle est absolue. de direction d'acteur? Elle est absolue. Je me C'est-à-dire? rappelle de mon premier film avec Clément Sibony, L'Envol. Ça se passait dans le quartier dans lequel j'ai grandi, donc un quartier juif. Clément Sibony est venu faire Shabbat chez mes parents pendant 50 semaines. Il a dormi dans ma chambre de bonne pendant des jours, des nuits, c'est-à-dire qu'il a absorbé. Alors là, c'était un premier film, donc c'était un récit autobiographique, donc c'était un cri d'amour un peu maladroit mais sincère, et j'avais besoin d'une vérité absolue. Mais après, euh, je le choisis parce qu'il est lui, je le choisis parce qu'il me plaît, je le choisis parce que j'ai l'impression que on peut passer un quart d'heure ensemble sans se dire un mot, et que je peux lui dire n'importe quoi, et qu'il le prendra pas mal parce que c'est au service de quelque chose qu'on essaye de rendre une œuvre. Euh, voilà, mais et je me demande si je peux boire un café avec lui. Et puis, si j'arrive à bouffer avec lui et je prends du plaisir en bouffant avec lui, alors là, c'est l'extase. Voilà. Et voilà. Oui, j'ai eu de la chance de travailler avec des grands acteurs qui m'ont appris beaucoup de choses aussi, forcément, avec des attitudes complètement différentes, des acteurs Donc qui se concentrent, ta des méthode, acteurs. c'est le jusque-boutisme, tu veux dire en dehors des moments de travail, en dehors des répétitions, Oh, tu les poules. je laisse les acteurs tranquilles après. Hein. C'est-à-dire que j'appelle pas le soir. Non, non, Euh,
Je fais pas de soirée, Oui, je suis pas dans Paris, on me voit nulle part. Non, ça n'existe pas ça. oui, non, non, ce que je veux dire par là, c'est que tu leur demandes vraiment d'habiter leur personnage, de travailler leur personnage en dehors des répétitions du plateau, d'avoir cette connexion. Oui, Évidemment, je ne parle pas de travailler son texte ou d'apprendre son texte, mais non, mais c'est tout bête, c'est d'avoir autant envie de le faire que moi. mm, Voilà, de me dire, quand on répète, c'est pareil. Quand on répète une pièce, c'est 6 semaines. Le salaire, il est misérable, c'est des répétitions. On mange, on se prend la tête, on cherche une façon d'inventer, on cherche une façon de dire ces mots comme on ne les a jamais entendus. Sinon, ça ne servira à rien de remonter une pièce. On cherche, si c'est une création, à donner un ton qui n'existe pas mais qui est le nôtre. En tous les cas, de créer vraiment. mhm, Si tu tombes sur un comédien qui le fait pour les mauvaises raisons, au bout d'un moment, ça va devenir un travail, entre guillemets, bien sûr, qui n'est pas un travail exceptionnel. Ça bien va sûr. pas devenir un moment exceptionnel. Ça va devenir un travail de labeur. Et je crois que dans ces métiers-là, qui sont des métiers de rêve, on n'a pas le droit. Mm. Je pense que voilà. Après, forcément, qu'on a tous fait et que vous ferez tous sûrement des métiers ou des voix off ou des postes synchro ou de la figuration et que c'est pas un rêve. C'est juste une façon de tenir. C'est Bien sûr. juste une façon de se cramponner à son rêve et de Mhm, se dire, bah, je dois passer par là, donc je dois le faire. mhm. Parce que on ne sait pas, je vais peut-être boire un café avec un acteur en face de moi qui parlera de moi dans un film dans 4 mois. Et puis c'est pas en restant chez moi et en pensant que je suis seul contre tous que je vais arriver à le faire. Après, voilà, ce qui est très difficile pour moi dans le métier d'acteur, euh, c'est qu'il faut beaucoup de force et beaucoup de foi et qu'il faut s'habituer à travailler beaucoup son corps, sa tête, observer les gens, lire des bouquins, trouver des auteurs, aller dans la librairie théâtrale et passer des dizaines d'heures, aller à la SACD, regarder des trucs, être en quête d'auteurs pour se dire que si à un moment on est dans la galère, on rassemble un auteur, un metteur en scène, deux, trois acteurs et on loue Donc, c'est pour beaucoup de un projets. théâtre pour deux, trois soirs pour faire venir les gens, pour prendre son destin en main, pour avoir le sens du risque, pour tout d'un coup casser des barrières, casser des étiquettes qui font qu'aujourd'hui, on peut être acteur, on peut être metteur en scène, on peut être producteur, on peut faire l'un ou l'autre. Quand vous regardez aujourd'hui tous les acteurs américains dont vous rêvez, tous ces acteurs-là, ils initient des projets, ils développent des scripts. Alors, ils ont eu la chance Oui, d'avoir un rôle qui leur a fait passer le cap et qui leur a donné les moyens de le faire. mhm, Mais je bien veux sûr. dire qu'il faut travailler comme un artisan. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut Michael Douglas, quand il produit Vol au-dessus d'un nid de coucou, il adorerait jouer dedans, et pour autant, il joue pas dedans. Mais il se fait ses armes. Donc, je prends des grands exemples pour que ce soit dans Oui, oui, l'inconscient oui, collectif. Hein. bien Mais sûr. voilà, donc je En pense. parlant de monter ses propres projets, etc., il y a une comédienne qui vient nous demander sur le live quel était ton projet à toi, ton prochain projet. Alors là, il y a eu 4 pièces qui se sont arrêtées brutalement. Des pièces que j'adorais, des pièces très différentes. Transmission avec Francis Huster et Valentin de Carbonnière qui se passait dans une église. Fleur de soleil avec Thierry Lhermitte qui se passe dans un camp de concentration qui est une pièce sur le pardon. Euh, Ich bin Charlotte avec Thierry Lopez que j'ai dirigé pour la 3e fois et qui joue 38 personnages. Et le Waouh! plus beau dans tout ça de Laurent Ruquier avec 4 acteurs formidables dont les Régis Laspalès. Euh, donc forcément quand tout ça s'arrête d'un coup, ça fait très bizarre. Surtout quand on a la chance d'arriver à un moment à faire 4 spectacles aussi différents Mm. en même temps. Donc il y a des cinquantaines de dates de tournée d'été qui se cassent la gueule, il y a machin, il y a tout ça. Donc voilà, j'ai. Et donc difficile de parler de prochains projets quand... C'est pas que c'est difficile, j'en ai forcément beaucoup dans la tête. oui, Et puis j'ai une émission sur le judaïsme le dimanche matin qui me prend beaucoup de temps, même si j'ai une équipe formidable parce que c'est 45 minutes tous les dimanches pour parler de spiritualité. une Et très donc, belle émission. Je ne l'ai merci. jamais vue en entier, mais j'ai vu des extraits. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais avec cette émission. Vraiment, c'est très accessible. N'importe qui peut le regarder. Tout le monde s'y retrouve parce que ça parle de spiritualité finalement. Oui, Et c'est vraiment, vraiment bravo, Steve. Je trouve que c'est un merci. super travail que tu as fait avec cette émission. Vraiment. Merci, c'est très Mm. gentil. Donc, pour répondre à ça, je ne sais pas quand nos salles vont réouvrir.
J'ai deux, trois projets qui devaient démarrer là, qui sont recalés. Donc, je suis comme, voilà, je Oui, suis comme quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit qu'à un moment, ça va forcément repartir. Donc, qu'il va falloir, voilà, être prêt pour quand ça va redécoller. Voilà. Donc, c'est pas très concret ma réponse, mais j'ai deux, trois projets dans le sac comme toujours, oui, bien sûr. puisqu'au bout d'un moment, il faut compter sur soi. Et puis, au bout d'un moment, il faut initier. Et que, honnêtement, si j'avais attendu qu'on me propose un projet, je pense que après la boucherie, j'aurais fait une école de jardinerie. Mais, et je dis ça parce que j'adore, mais je sais pas faire, hein. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, comment t'es passé d'acteur à réalisateur, metteur en scène? C'était naturel pour toi? C'est parce que tu bossais pas suffisamment en tant qu'acteur ou c'est parce que toi, tu as eu besoin de prendre la parole autrement, différemment à un moment donné? C'était difficile pour moi qui avait l'énergie de quelqu'un qui veut s'en sortir et de son milieu et de sa condition et qui a des rêves plein la tête et des rêves de bâtisseur puisque j'ai été élevé par un grand-père qui était un bâtisseur. C'est ce que j'aime dans l'idée des films et des pièces, c'est qu'on quand même on fabrique quelque chose de qui voilà qui tous les jours tente de donner du bonheur, de la réflexion, de l'envie. Euh, et, euh, et par rapport à ça, j'ai trouvé ça très très difficile dans mon énergie d'attendre le désir des autres. Et comme je ne suis pas un garçon de réseau du tout, comme je ne sais pas aller à une avant-première, comme je ne sais pas du tout faire un déjeuner utile, comme je ne saurais pas envoyer une lettre à quelqu'un pour lui dire j'adore ce que vous faites si j'ai pas tout vu, il y a un moment où voilà, je savais pas quoi faire et j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui est venu me voir jouer qui s'appelle Marc Esposito, qui était journaliste. Il m'a aidé et il a coécrit avec moi mon premier film qui est L'Envol et qui est donc mon histoire, qui est donc l'histoire d'un enfant de famille qui n'est pas allé à l'école et qui a un rêve, c'est de devenir un artiste pour avoir 100 vies au lieu que la sienne. Et je me suis collé à cette histoire-là. J'ai rencontré un producteur à l'époque qui s'appelait Thierry de Navacelle. Et il m'a aidé. On y allait sans argent. On a tourné en montant la nuit. Il y avait donc Clément Sibony, il y avait Laurent Deutsch, il y avait Isabelle Carré, il y avait Francis Huster, il y avait Bernard Fresson, il y avait Isabelle Nanty, et j'en oublie plein. Formidable. Il n'y avait pas de distributeur, personne voulait du film. J'ai montré 20 minutes et on est arrivé à trouver un petit distributeur. Et après, j'ai eu la Malgré les chance, acteurs que tu avais? ouais, personne n'en Ah, voulait. Et j'ai eu le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation au Grand Festival de Moscou, remis par Konchalovsky. Et après, j'ai enchaîné 50 festivals dans le monde. Et quand ça s'est passé, une chaîne qui l'avait refusé a fini par accepter le film. Et grâce à ça, on a pu faire un gros chèque à tous les techniciens et les acteurs qui avaient accepté de venir ah, le cœur dans la main. génial. Voilà. Et donc, Mais grâce à franchement. ça, Mm. j'ai appris mon métier de metteur en scène, de réalisateur. Heureusement que j'ai une super équipe technique parce que quand je leur disais que je voulais un plan, je l'expliquais avec les mains. Je ne savais pas ce que c'était une focale, je ne savais pas ce que c'était un zoom, je ne savais pas ce que c'est. J'ai tout appris sur le tas, mais à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir deux, trois personnes autour de moi qui me disaient personne ne pourra mieux raconter cette histoire que toi, c'est la tienne. Donc j'y suis allé. Et grâce à ça, après, j'ai fait mon deuxième film, j'ai fait mon troisième film, j'ai fait mon quatrième film. Et je trouvais ça très très long de faire des films. C'est-à-dire que mes films en plus étaient très personnels. Et je me disais, j'ai besoin que ça aille plus vite, j'ai besoin d'apprendre à vivre le moment présent. J'ai besoin de pas me dire que si dans 5 ans, j'arrive à sortir mon film et que s'il y a une manif ou un gros film américain ou une grève, ça passe à la trappe. Et par rapport à ça, voilà, j'ai touché du doigt le théâtre et j'ai demandé à Robert De Niro les droits de Bronx. Je l'ai fait avec mon prof, Huster. Et Quelle revanche sur la vie. Mais tu te rends compte, c'est incroyable cette histoire quand même. ouais, Tu démarres, c'est ton prof qui vient te secourir parce que tu manques de te faire virer. Et des années après, tu le mets en scène, c'est fabuleux. c'est bien. En tous les cas, c'est un juste retour des choses. Ouais, Et c'est c'est une un joli boomerang. transmission un peu à l'envers, donc ça a du Ouais. sens. Et voilà, et aujourd'hui, j'alterne.
j'alterne, voilà. Mais ce qui m'intéresse le plus, et ce qui est le plus intéressant pour vous, acteurs, voilà, c'est l'histoire. Après, si le rôle vous va, ou si le rôle est à côté de vous, ou si le rôle ressemble à quelqu'un que vous connaissez, ou à un profil de gens qui vous est familier, vous ferez tout avec votre sincérité pour jouer le mieux possible, pour l'être le mieux possible. Voilà, mais si, parce que c'est vous qui êtes important, et que moi, si on met mon nom, c'est ce que j'ai fait, c'est pas le but, c'est de se dire, euh, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et beaucoup de foi. Il faut y croire. Et que même si vous commencez ce métier en voulant être acteur et que vous finissez chef costumier, parce que tout d'un coup, on se dit qu'en faisant les choses, on sait plus au bout d'un moment ce qu'on veut pas faire que ce qu'on veut faire. Ouais, il y a 30 ans, on m'aurait dit tu vas être réalisateur, producteur et tu vas faire une émission religieuse, je t'aurais regardé. Et je t'aurais dit, je crois que tu délires dans ta tête, c'est improbable. Ouais. Voilà. Et donc, je pense que c'est une aventure humaine, celle de vouloir vivre le moment présent, celle de vouloir vivre en accéléré, celle de vouloir faire un chemin intérieur, qui est de se poser des questions sur soi et de ne pas arrêter avec ça pour aller le plus loin possible avec toi. Et que tout d'un coup, ça paraisse une évidence. Il y avait une très très belle scène avec ça dans Itinéraire d'un enfant gâté, entre Lelouch et Richard Anconina. C'est la scène du bonjour, où tout d'un coup il lui dit passe à la porte, dis-moi bonjour. Et c'est une très très belle scène, c'est une scène de votre métier, où tout d'un coup, Absolument. moi au bonjour, je sais. Si tout d'un coup je vais m'entendre avec quelqu'un, si tout d'un coup il y a des vibrations, si tout d'un coup le regard me plaît, si tout d'un coup on va avoir des choses à se dire, parce que encore une fois, même si je suis instinctif animalement, il y a quelqu'un d'autre qui sera instinctif de façon cérébrale, ou il y a quelqu'un d'autre qui aura déjà son sentiment intérieur. Et par rapport à ça, forcément, si c'est une évidence pour vous, il ne faut pas se poser de questions. Bien sûr, c'est clair. Et du coup, tout à l'heure, quand tu parlais du fait que toi-même, quand tu étais comédien, tu sais ce que c'est que d'avoir vu ton CV passer à la poubelle, etc. Est-ce que tu encourages les comédiens à rentrer directement en contact avec des metteurs en scène comme toi, par exemple? Ben, écrire une lettre, écrire un mail, aujourd'hui on a des super modules pour ça. Moi, à l'époque, j'avais écrit une lettre à Patrice Lecomte parce que j'avais vu Tandem et que la musique de Richard Cochiente et l'émotion de Junio et Rochefort m'avaient bouleversé. Je me souviens qu'il m'avait répondu et qu'en 2000, il m'a envoyé 2 lettres pour me dire qu'il avait voté pour mon film. Donc, ça existe. Ça Ouais, veut mais dire. c'est ce que je disais, Patrice Lecomte, j'en parlais l'autre jour, c'est un des rares dans ce métier qui prend toutes les matinées de sa vie pour répondre à tout le monde. Il Et, reçoit... ouais, et de toute façon, pendant la demi-heure ou l'heure où vous allez écrire une lettre, les questions que vous allez poser ou le propos que vous allez avoir, il va remettre en question encore plus ce que vous voulez vraiment. Donc c'est pas du temps perdu. Même si ça répond pas, c'est pas du temps perdu. bien sûr. C'est juste tout d'un coup se mettre à écrire comme un journal intime ce qu'on veut dire à quelqu'un avec qui on a passé des centaines d'heures à regarder ses films et qui nous connaît pas. Bien Si ça sûr. répond pas, ça répond pas. Mais Oui, et de puis toute encore une façon, fois, quand tout à l'heure tu parlais de foi et d'y croire, je pense que si jamais tu contactes une personne parce que tu as réellement, avec de bons arguments et une réelle envie de travailler avec cette personne, et si tu arrives à lui dire avec tes mots à toi, elle le recevra forcément de façon positive en étant touchée. Euh, bien sûr, C'est quand tu fais les choses automatiquement, sans conscience, que ça si marche tu pas. envoies, pour moi, hein, si Mm, tu envoies, ce n'est que mon avis, hein, si tu envoies une lettre type à tous les metteurs en scène en te disant avec des photos que tu viens d'avoir, voilà, j'ai fait mon taf pour aujourd'hui, j'ai bazardé mes 350 envois sur 350 mails. C'est pas, c'est pas à eux que tu fais la blague, c'est à toi. ouais, C'est à toi. bien sûr. Après, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il ne faut pas être croyant forcément, mais je pense que de croire en ses défauts, de croire en ses qualités, de croire qu'on pense avec le cœur et que c'est pas forcément pour être connu, mais que profondément on a quelque chose à dire, ou profondément on a la sincérité d'être un porte-parole, donc d'être un acteur et d'avoir le sentiment de mettre sa peau dans la peau de quelqu'un d'autre, parce qu'on a envie d'avoir 100 vies. Je crois que cette croyance-là peut te faire attendre le bon rendez-vous. Je crois que cette croyance-là peut faire
En plus, aujourd'hui, on n'a plus ces critères. Il y a 30, 40 ans, si la fille de 30 ans n'avait pas eu un premier rôle, c'était trop tard. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ça veut rien dire. Quand on voit une actrice comme Dominique Blanc qui explose 10 ans après l'âge d'une jeune Ça première. reste une exception, Steve. Ça reste quand même une exception. Moi, je vois quand même, quand j'étais comédienne, j'ai quand même vu la différence. Avant 30 ans, j'avais des castings tous les jours. À partir de 30 ans, je n'ai plus de casting. J'en avais 3 fois par an, quoi. Enfin, il y a eu une vraie différence quand même. À 30 ans, hein, je ne te parle même pas d'avoir 40 ans, hein. Donc, c'est quand même une réalité, hein. Oui, mais Après, bon, maintenant on a puni Hervé Weinstein, donc ce sera peut-être différent. mais oui, 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 c'est effectivement les choses changent, les choses avancent, et tant mieux et heureusement. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, arrivé à un certain âge, la femme, elle n'est pas encore à 100% C'est pour ça légitime. que je dis que forcément, de rencontrer des auteurs, de provoquer des écritures, quand on voit ce qui s'est passé sur Cuisine et Dépendance, par exemple, sur Bakri, Jaoui, qui sont un tandem formidable d'écriture. Ils étaient acteurs. Jaoui a une plume formidable. Bakri est un super acteur. Ils se sont écrits des rôles sur mesure. Ça arrive. C'est des exceptions aussi. Bien Euh, sûr. mais ça arrive. Bien C'est-à-dire sûr. que, Bien voilà, sûr. donc aujourd'hui, Voilà. je pense qu'il faut Et être ne pas plus. s'empêcher de faire les choses parce qu'on se dit que c'est encore comme ça, les choses changent, les choses évoluent, et il n'y a pas de règle pour personne en fait. Donc il faut tenter quoi qu'il arrive, peu importe Oui, son et âge. puis je pense pas qu'en restant assis au Café de Flore avec une nouvelle coupe, ça Voilà, donne du travail. C'est que mon avis, encore une fois, hein. clairement. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, avec les bandes démos, avec les réseaux sociaux, avec le fait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs, avec le fait de pouvoir faire des petits pilotes, avec le fait de pouvoir faire des bandes annonces qui sont hyper sophistiquées et donc hyper efficaces. Je pense que voilà, la volonté, le courage, la singularité, tout ça, c'est des choses qui, au bout d'un moment, payent, peuvent payer. Voilà. Et je crois à ça, fondamentalement. Je crois en tous les cas au courage, à la volonté et pas se raconter d'histoire. Mm. C'est-à-dire que moi, si j'avais continué à être un acteur, j'aurais été un acteur en colère. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça ressemblait pas fondamentalement à mon énergie. Que d'attendre, que de passionner, que d'être le désir des autres, que de rentrer dans un univers. Mon truc, c'est plus de construire. Donc Oui, j'étais forcément, comme toi. J'étais comme toi, voilà. c'est pour ça que moi aussi, j'ai préféré Euh, bifurquer d'ailleurs. Mm. voilà. Mais et après, si tu fais un Et truc que t'aimes et si tu le fais à ta façon, complètement, et si tu le complètement. fais dans quelque chose qui, tout d'un coup, tu as le sentiment d'amener ta patte, voilà, et c'est génial, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Totalement. Tout à fait d'accord. Je pense qu'on vient de soulever quand même pas mal de points essentiels pour les comédiens. Merci infiniment pour ton honnêteté, ta sincérité et surtout ta patience, Steve. Je pense que c'est... Enfin, tu leur as fait un beau cadeau. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais comédienne, pouvoir entendre tout ce que tu viens de dire aujourd'hui. Et merci, vraiment merci de l'avoir fait. Merci à toi de m'avoir invité et merci à vous tous de nous avoir écoutés et, euh, et je vous souhaite que des bonnes choses. Voilà. Eh ben, nous aussi, on te souhaite que tes 4 projets reprennent le plus vite possible. Et encore merci. Voilà, Steve, à très vite. Je À bientôt. t'embrasse fort Moi aussi. et à très bientôt. Salut. Ciao. Merci. Salut. Je t'en prie. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On a passé un moment assez fort, assez intense avec Steve. J'espère que ça vous aura beaucoup apporté à tous. Moi, je vous retrouve mardi prochain et je recevrai Laurence Couder, qui est un grand agent qui a monté l'agence Arc-en-Ciel, qui est l'agent qui a lancé notamment Sarah Forestier, Gaspard Huliel,
Donc, n'hésitez pas à bien penser à vos questions, aux questions que vous avez envie de lui poser, parce qu'on l'aura avec nous en direct et ce sera le moment ou jamais pour vous de lui poser toutes les questions que vous avez toujours voulu rêver poser à un agent comme elle. Voilà. Mais encore merci à vous tous de me suivre. Je suis extrêmement touchée de vous voir toujours si nombreux. C'est un vrai bonheur et je vous dis à mardi, je vous embrasse fort. Au revoir.